On va parler un petit peu de ce qui nous arrive en 2025, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de l'e-sport. D'abord, peut-être pour démarrer, une petite présentation rapide de chacun d'entre vous. Donc Vincent Pereira, je laisserai se présenter après, mais qui nous vient tout droit du CIO. Voilà, même si depuis il a un peu abandonné ses amis de l'e-sport. Mais voilà, il est quand même parmi nous pour nous parler de ce projet auquel il a longuement participé, hein, au montage des Jeux Olympiques d'e-sport 2025. Sylvie Lemot du CNOSF, qui est la vice-présidente chargée de l'e-sport pour le CNOSF, donc le Comité national olympique et sportif français. Nicolas Bézon, qu'on ne présente plus, qui est notre expert des questions sport et olympisme à Francisport. Et donc moi-même, président de Francisport, qui essaye de suivre un peu l'ensemble de ces sujets. Ce que je vais vous demander chacun, c'est de vous présenter individuellement et puis surtout votre actualité. Et puis ensuite, on va démarrer pour parler un petit peu de ce sujet. On commence par Vincent. Ouais, si tu veux. Après, moi, effectivement, je suis parti du CIO fin juin, mais on a contribué à développer toute la Business Unit e-sport et créer ce premier événement qu'on a délivré à Singapour, donc les Olympic eSports Week, qui ont débouché sur la création des Olympic eSports Games. Ce qui prouve que finalement l'intérêt est toujours là et que le succès était au rendez-vous. Et aujourd'hui, en fait, je continue d'accompagner quand même le CIO. Je suis parti en très bons termes pour des raisons personnelles avec eux et du coup, je continue de les accompagner sur la transition et sur le lancement de ces Olympic eSports Games qui, comme tu l'as dit, devraient avoir lieu fin 2025 en Arabie Saoudite, à Riyad pour la première édition. Et sur lesquels, j'espère, on pourra bientôt avoir de nouveaux éléments à communiquer, notamment la date, les jeux, et qui pour le moment sont toujours sous seing privé, on va dire. On espère quand même que tu vas nous donner quelques trucs nouvelles en avant-première. Sylvie. Oui, eh bien, je suis vice-présidente du comité olympique depuis décembre 2023, donc bientôt un an, en charge du e-sport. Donc depuis un an, quasiment, j'attends les informations aussi que doit me livrer Vincent. Mais c'est bientôt là, tout de suite, d'ailleurs. Donc pendant un an, en fait, j'ai fait le tour de tous les acteurs de l'e-sport, enfin tous ceux que vous m'avez recommandés, tous ceux que je connaissais déjà un petit peu, puisque je suis sur le sujet depuis 2017, quand je suis passée en cabinet ministériel avec le sujet e-sport dans mon petit portefeuille. Nous avons commencé à organiser un groupe de travail sur le e-sport au sein du comité olympique. Francisport en fait partie. Une première réunion fin novembre, donc on y arrive et on aura heureusement tous les éléments de Vincent pour bien travailler. Et puis nous avons deux grandes missions. La première, c'est d'aider les clubs, les territoires et les fédérations à mieux s'organiser autour du e-sport. Donc là, je compte sur Francisport pour nous aider. Et puis une autre mission qui est sur l'international, monter la meilleure équipe de France e-sportive pour aller gagner, des médailles aux Jeux Olympiques l'an prochain. Merci, c'est une belle annonce, Sylvie. On est tous derrière toi. Nico. Oui, alors en ce qui me concerne, donc moi je suis membre du conseil d'administration de Francisport depuis maintenant 3 mandats. Et effectivement, en parallèle, je suis enseignant-chercheur et donc je m'intéresse à l'e-sport et à l'olympisme depuis de nombreuses années. J'ai participé à la fin de l'année 2017, début 2018, aux premières réflexions que le mouvement olympique international pouvait avoir sur l'e-sport. J'ai, je crois, à ma petite hauteur, participé à mettre en lien l'industrie de l'e-sport, le secteur de l'e-sport avec le mouvement olympique. La nécessité pour ces deux mondes d'apprendre à se connaître, parce que forcément l'écosystème e-sportif il n'est pas facilement appréhendable, très éparpillé, très fragmenté, organisé d'une certaine manière, mais le mouvement olympique c'est pas toujours évident à comprendre non plus. Donc ça a été aussi des temps de premiers échanges pour essayer de comprendre quelles étaient les analogies et quelles étaient les distinctions majeures entre ces deux mondes. Et puis depuis, je continue à beaucoup m'intéresser à ce que fait le mouvement olympique à la fois au niveau international et au niveau national, notamment dans mes recherches avec d'autres collègues où on s'intéresse aux premiers événements qui ont été organisés, donc les Olympic Virtual Series, les Olympic eSports Series ensuite à Singapour. On s'intéresse aussi au rôle des différentes parties prenantes, les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques, mais aussi les éditeurs de jeux qui sont parties prenantes de ces différentes éditions et de ces différents dispositifs.
Et j'essaie d'avoir une vue d'ensemble, d'une certaine manière, sur tout ce phénomène et sur l'avancée de finalement cette aventure qui a démarré maintenant il y a de cela 7 ans et qui se concrétise grâce notamment à Vincent dès l'année prochaine en 2025. Voilà. Merci pour cette introduction des uns et des autres. Donc moi, évidemment, en tant que président de Francisport, ma vision, mon ambition, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs, pas seulement les membres de Francisport, mais tous les acteurs impliqués de près ou de loin, que ce soit les éditeurs, que ce soit les équipes professionnelles et amateurs, que ce soit les organisateurs d'événements, les politiques. On n'en parle pas souvent, mais effectivement, on a besoin. On l'a vu, le ministère des Sports, le ministre des Sports qui était là mardi soir et qui est très motivé pour accompagner le mouvement et les acteurs. Donc voilà, Francisport va se mettre en ordre de marche pour faciliter le travail des uns et des autres, pour aboutir à un événement dont on soit fier, qu'on ne reproduise pas le petit couac de Singapour. Mais bon, on ne rentrera pas dans les détails. On sera bien présent à Riyad pour accompagner, supporter et réussir l'événement. Alors, on va commencer par une première question pour Vincent, pour remettre un peu le contexte. C'est-à-dire, c'est quoi ce projet, d'où il vient, comment on en est arrivé là, où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur? Ouais, on peut faire rapide, hein, comme Nicolas a déjà un peu fait l'historique du sujet, mais en gros, les Olympic Esports Games, ça vient d'une conversation qu'on a avec Thomas Barr et Keith McConnell, donc le directeur des sports, dans son bureau il y a 3 ans et demi, où en fait, il nous demande, bon, qu'est-ce qu'on fait avec l'e-sport, en gros? Et donc, en fait, on lui dit que la seule vision qu'on avait qui pouvait fonctionner, c'était celle de créer un événement. Finalement, c'était de reproduire ce qu'on faisait déjà sur les Jeux Olympiques, mais le faire pour l'e-sport. Et créer un événement physique où on va faire des compétitions d'équipe nationale sous la bannière olympique. Et donc là, il nous a dit banco, d'où le premier événement, les Olympic Esports Series et l'Olympic Esports Week à Singapour, parce qu'il fallait avancer pas à pas. On connaît aussi l'institution, comme Nicolas le disait, le mouvement olympique, il faut aussi le faire bouger, et le faire bouger, ça peut prendre du temps. Donc il fallait aussi qu'on montre patte blanche, qu'on ait des preuves de succès et qu'après on nous ouvre finalement les portes, les grandes portes des Jeux Olympiques. Et donc depuis cet événement à Singapour, il y a eu la conviction de l'étude de ces Olympic Esports Games, dont la première édition aura lieu à Riyad en 2025, qui découle aussi d'un accord stratégique avec le comité national olympique saoudien et des acteurs saoudiens pour assurer la pérennité en fait, des Olympic Esports Games, que ce soit une pérennité financière et dans le temps, enfin sur les 13 prochaines années. Donc on aura une édition tous les 2 ans des Olympic Esports Games, avec un mix toujours de jeux de sport virtuel, de simulation de sport, mais aussi une intégration officielle de vrais jeux e-sport faisant pleinement partie de la compétition. On va avoir une liste, on va dire, entre 15 et 20 jeux, donc pareil, de la même envergure que l'eSports World Cup finalement. C'est l'idée d'avoir un événement qui va réunir la communauté la plus large possible, avec des équipes qui viendront du monde entier. Ce qui est aussi l'ambition. Hein. Nous, aujourd'hui, on veut aussi que cet événement il puisse participer au développement de communautés e-sport et de scènes e-sport sur des territoires qui, aujourd'hui, n'ont pas le développement que peuvent avoir l'Asie, l'Europe ou les États-Unis, mais que sur l'Afrique, que sur l'Océanie, que sur d'autres territoires, on arrive finalement aussi à vraiment créer des équipes qui puissent être compétitives, même si elles gagneront peut-être pas. C'est pas le sujet, mais qu'elles viennent participer et qu'elles participent au développement finalement des scènes e-sport dans ces territoires-là. Donc voilà où on en est un petit peu. Après, il y a pas mal de sujets toujours en discussion. Hein. La liste officielle des jeux, la date, les accords avec les éditeurs de jeux. Comme on le dit, hein, la vraie complexité qu'il y a eu depuis le début, c'était de faire travailler ensemble des fédérations internationales, un comité international olympique qui est vraiment un acteur de gouvernance du sport, et des éditeurs de jeux qui sont propriétaires finalement de leurs jeux, de leurs licences, de la gouvernance de leurs propres jeux, et réussir à faire travailler ensemble tout le monde finalement dans un côté de partenariat pour faire développer véritablement l'e-sport et que ça serve à chacun. C'est vraiment l'objectif toujours gagnant-gagnant qu'on a essayé de développer depuis le début et qui a plutôt bien fonctionné. Et donc voilà, j'espère que très prochainement on pourra annoncer et la date officielle et à minima une première sélection de jeux. Est-ce que tu peux quand même, alors évidemment tu ne vas pas pouvoir nous donner la liste des jeux, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une typologie
des jeux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, on aura 3 typologies de jeux. Les jeux de sport virtuels avec une vraie activité physique, hein, comme on avait déjà, sur du taekwondo, du cyclisme, de l'aviron par exemple. On aura des jeux de simulation de sport qu'on connaît tous, NBA 2K, EAFC, enfin ce type de jeu-là, Gran Turismo. Et ensuite une vraie partie e-sport. Aujourd'hui, sans trahir de secret, on est en discussion avec tous les gros éditeurs qui sont plutôt très positifs sur le fait de participer à ces Olympic eSports Games, que ce soit Riot, que ce soit Epic, que ce soit Valve, etc. Alors évidemment, on n'aura pas de FPS, qui est la ligne rouge que le CIO a toujours. Alors, on aura des jeux de tir, mais on n'aura pas de FPS. C'est-à-dire qu'en fait, Fortnite était déjà là à Singapour en compétition. On aura Fortnite très certainement aussi aux Olympic eSports Games, mais dans un mode de jeu qui est en adéquation avec les valeurs olympiques. Après, chacun a sa définition du sujet, hein, mais on peut comprendre le côté controversé du sujet. Mais aujourd'hui, que ce soit Dota 2, que ce soit MLBB, que ce soit Teamfight Tactics, que ce soit tous ces jeux-là, avec lesquels on discute de manière très régulière, avec la véritable volonté de les intégrer. Donc c'est l'idée d'avoir véritablement ces 3 typologies de jeux qui soient représentées pour représenter au mieux ce que peut devenir la scène e-sport dans les années futures. Peut-être pour rentrer un peu plus finement dans cette logique, en quoi ces typologies sont différentes? Qu'est-ce que ça implique en termes d'accompagnement, de gouvernance, de règles, le fait qu'on ait 3 typologies différentes? Alors, pour le CIO en tout cas, et pour cet événement, là, en fait, on a simplifié finalement par rapport à ce que tu poses comme question, on n'a finalement que 2 typologies en soi. Les jeux de sport qui, eux, sont gouvernés par des fédérations internationales avec lesquelles on aura toujours un accord tripartite entre la fédération internationale, l'éditeur de jeux et le CIO. C'est ce qui s'est passé à Singapour, ce qui a très bien marché. Et pour les jeux e-sport, il y aura un accord direct entre le CIO et les éditeurs de jeux. C'est ça qui va vraiment différencier sur la typologie de gouvernance. Ou sur les jeux e-sport où il n'y a pas le moyen de vraiment créer un lien entre une fédération internationale et un éditeur, ce qu'on n'a pas envie de forcer contre nature. C'est-à-dire qu'on va réussir à le faire sur Rocket League et la FIFA par exemple. Et ça c'est super. En revanche, sur un League of Legends ou sur un Dota, tirer le fil, c'est très compliqué. Donc on a eu en tout cas cette sorte de dérogation, ou en tout cas d'autorisation de contracter directement entre le CIO et un éditeur de jeu pour pouvoir l'intégrer comme discipline au sein des Olympic eSports Games. Merci, je pense qu'on aura le temps de revenir un peu sur tout ça. Moi, je me tourne vers Sylvie qui représente le comité national olympique, alors que Vincent est le comité international. Moi, j'ai envie de te poser la question, Sylvie. Aujourd'hui, au comité national olympique, premièrement, est-ce que vous recevez ça comme un cadeau empoisonné, comme une contrainte, comme un piège? Ou au contraire, est-ce que le système sportif français accueille cette opportunité avec plaisir, joie et gaieté? Non, très sincèrement, c'est une excellente nouvelle. Parce que les fédérations, parfois, elles sont un petit peu... Elles n'osent pas tellement se renouveler, se réinventer, chercher d'autres modèles de pratique. Donc les forcer à avoir des pratiques nouvelles, à s'intéresser de manière différente aux Français, à leur proposer une offre différente, comme par exemple le tennis de table qui est là avec le ping virtuel. Enfin, c'est génial parce que finalement, l'un et l'autre ne sont pas très loin. Donc ça permet aussi à des Français qui voudraient faire juste du ping virtuel de découvrir un club, de rencontrer d'autres sportifs et pourquoi pas de basculer vers du ping-pong, du tennis de table traditionnel. Donc ça oblige les fédérations à réfléchir à ce qu'attendent vraiment les Français. Donc ça, c'est vraiment super bien. Donc c'est aussi pour les fédérations un potentiel de licence supplémentaire. Donc une licence, ça offre aussi des moyens et ça leur permet de se développer différemment. Donc ça les modernise, ça les dépoussière parfois de certaines réflexions. Voilà, donc ça c'est important. C'est important aussi parce que, et vous le savez bien, dans le monde du sport, depuis 2017, il y a cette question idiote qui est est-ce que le e-sport, c'est du sport? Donc voilà, déjà cette question, personne n'y a vraiment répondu, ou alors il faudrait un bouquin de 700 pages pour y répondre, et encore on n'est pas sûr d'y arriver. Et maintenant, on ne peut plus poser la question, parce qu'il y a les Jeux Olympiques du e-sport. Donc ça oblige. Donc ça, c'est fini, maintenant on y va.
on doit se préparer tous ensemble parce que finalement, c'est nous tous qui, auparavant, finalement, on ne se connaissait pas forcément. Et là, on se retrouve sur un objectif commun. Donc, c'est aussi rapprocher des clubs de e-sport des clubs traditionnels. C'est un petit peu violent, hein, parce que ce ne sont quand même pas deux mondes qui se côtoient au quotidien. Mais au travers de ce que dit Vincent, et ça c'est super important aussi, c'est de créer ce lien avec ces deux typologies, ces deux familles, sur une date commune, un lieu commun, une expérience commune, un podium commun. Enfin, pour ça, c'est génial. Finalement, on rassemble nos familles pour un projet d'envergure et qui est aussi l'avenir du sport, du e-sport et des intentions de nos jeunes. Donc pour nous, c'est 300% positif. Une petite anecdote, la première fois que j'ai dû parler du e-sport au comité olympique, au conseil d'administration ou au bureau, avec des gens, des élus qui avaient plutôt parfois 60 ans et plus. En fait, ils ont ouvert des grands yeux, mais je vous le jure, c'était vraiment avec un intérêt, avec une gourmandise et une curiosité. Et pas du tout avec une inquiétude ou un retrait ou voire un mépris. Vraiment, ça m'a, je vous le dis, ça m'a vraiment étonnée. Et voilà, donc c'est pour nous que du bonheur, vraiment. Et on va se retrousser les manches parce qu'on part de zéro. On ne sait pas ce que c'est une équipe de France de e-sport. Justement, c'était une question que je voulais te poser. Le Comité national olympique et sportif français, j'imagine, il a plus de 100 ans. Donc, vous savez, aujourd'hui, organiser des sélections nationales pour n'importe quel sport, sport individuel, sport par équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous partager avec nous vos premières pistes de réflexion? Comment on va faire? Comment on va sélectionner des joueurs? Comment on va sélectionner des équipes e-sport? Alors, là aussi, on ne voudrait pas avoir la prétention de tout savoir. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que tout d'un coup, ça nous oblige à revoir aussi nos modèles très classiques de sélection, de validation, de nomination, etc. Donc moi, j'ai proposé, et ça a été très bien accepté, de nous en remettre aussi aux clubs, par exemple, aux dirigeants des clubs, pour ensemble réfléchir à un comité de sélection avec un sélectionneur qui serait adoubé par l'ensemble des clubs. C'est une proposition pour faire ce choix et cette sélection. Alors, il y a quand même deux modèles. Il y a le modèle avec les fédérations internationales. Donc là, les fédérations internationales, elles vont imposer aux fédérations nationales françaises un modèle type de sélection. Donc nous, on va faire la même chose, en fait. Donc la Fédération internationale de tennis de table va imposer à la Fédération française de tennis de table un mode de sélection de ses joueurs sur le ping virtuel. Donc ça, c'est écrit et on va rentrer dans le moule. Là où on se pose davantage de questions, effectivement, c'est pour la famille plutôt du gaming, en fait. Moi, la différence, avec ce que disait Vincent, je fais juste une petite parenthèse, en fait. Pour moi, il y a le e-sport qui transpire et le e-sport qui ne transpire pas. Voilà. Donc là, voilà, pour tout ce qui est plus gaming, en fait, on ne sait pas trop comment vont être signés les accords entre le Comité international olympique et les éditeurs de jeux. Qui va imposer quoi à qui, en fait? Est-ce qu'ils vont nous imposer un cahier des charges, un mode de sélection? Ou est-ce que, en fait, chaque comité olympique, parce qu'on n'est pas encore super nombreux à faire du e-sport, va pouvoir organiser son propre modèle de sélection? Donc voilà, on a un point d'interrogation là-dessus. Et si jamais il fallait aller vite, si jamais on n'avait pas le temps de faire des sélections, des épreuves de sélection avant les JO, si on devait se plier à un système d'invitation, de toute façon, on profiterait de notre groupe de travail dans lequel vous êtes pour réfléchir ensemble et peut-être s'appuyer sur les dirigeants des clubs de e-sport. Parce que, quoi qu'il en soit, ce seront leurs joueurs qui seront sélectionnés. Donc peut-être un joueur-ci, un joueur là, pour faire une équipe de France avec un même drapeau, avec... voilà. Merci Sylvie. Je vais me tourner vers mon ami Nicolas. J'aurais deux questions pour toi, Nicolas. Une peut-être presque scientifique. C'est quelle est ton analyse sur cette nouvelle initiative? Ton analyse par rapport à tout l'historique, 20 ans d'historique de l'e-sport. Comment tu vois arriver ce nouveau produit? Comment il va s'insérer dans notre écosystème? Voilà. Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, je sais que tu es toujours très proche des communautés. On te voit souvent sur les événements. Et peut-être que tu peux nous partager le feeling des communautés, comment elles ont reçu tout ça. Donc la première question, déjà une analyse un petit peu critique
de ce nouveau produit? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce rapprochement entre le mouvement olympique et l'industrie de l'e-sport, il part d'une volonté du mouvement olympique de continuellement être en adéquation avec les pratiques corporelles de son temps. C'est le rôle du mouvement olympique d'être représentatif des pratiques corporelles et sportives qui sont celles de son époque. À une époque, c'était plutôt le lancer du disque, ensuite ça a été plutôt le surf, et aujourd'hui c'est plutôt les pratiques numériques. Et ça fait partie aussi de l'ADN du mouvement olympique d'être au plus proche de finalement des pratiques qui sont les plus populaires dans la période. De fait, depuis maintenant quand même, mine de rien, presque une vingtaine d'années, le mouvement olympique international cherche fondamentalement aussi à rajeunir son audience et surtout son image de marque. Ça a démarré avec la création notamment des Olympiques, des Youth Olympic Games, des Jeux Olympiques de la jeunesse, avec cette volonté de proposer un événement pour les jeunes athlètes. Ça a été aussi, ça se reflète à travers la volonté du mouvement olympique de se transformer d'un point de vue numérique avec la mise en place de l'Olympic Channel, de la plateforme Athlete 365, qui sont des plateformes numériques, soit de diffusion et de promotion des événements olympiques, soit des valeurs olympiques pour les athlètes. Ça a été aussi, ça s'est caractérisé par le rapprochement du mouvement olympique, il y a déjà maintenant plus d'une vingtaine d'années, avec certains éditeurs de jeux pour faire la promotion du mouvement olympique et des valeurs olympiques à travers des jeux vidéo, notamment avec des éditeurs de jeux comme Nintendo et Sega. Pendant de nombreuses années, chaque édition des Jeux Olympiques avait sa version vidéoludique, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et puis là, ça s'est pas mal accéléré et je pense que toutes les personnes qui ont assisté aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ont pu s'en apercevoir avec l'intégration de nouvelles disciplines, que ce soit le skateboard, que ce soit le breakdance, l'escalade de vitesse, le surf, qui s'inscrivent clairement dans cette dynamique du mouvement olympique, d'essayer de rajeunir son image de marque, toucher les nouvelles générations, être en accord avec ce qui aujourd'hui plaît à ces nouvelles générations et ce qui plaira aux générations futures. Donc de fait, s'intéresser aux pratiques numériques, aux nouvelles technologies, ça me semble tout à fait évident et nécessaire et finalement aller dans le sens de l'histoire, de la legacy, de l'héritage que se donne finalement le mouvement olympique. Et le réel enjeu derrière, c'est quelle est la manière de le faire. Et donc là, pour le coup, Vincent et Sylvie ont déjà soulevé pas mal de défis à relever, que ce soit sur le rapport avec les éditeurs, les systèmes de qualification, les systèmes de sélection des équipes. Et moi, je trouve ça plutôt hyper stimulant parce que c'est tout nouveau, c'est tout à créer. Tout le monde a plein d'idées. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Moi, je suis forcément dans mon bureau très théoricien, donc je vois tout ce qu'on pourrait imaginer faire. Et puis après, il faut aller sur le terrain. Et puis ce qui est potentiellement valable sur une feuille de papier, ça l'est pas forcément quand on est sur le terrain. Donc on voit bien quel est l'intérêt du mouvement olympique. Mais ce que je tenais aussi à souligner, c'est peut-être à renverser un peu la focale et montrer l'intérêt que ça peut avoir aussi pour le monde de l'e-sport. Et ça, c'est peut-être moins évident. Parce qu'on a souvent entendu dire, notamment à travers les médias spécialisés de l'e-sport et à travers les communautés, et j'empiète déjà un peu sur ta deuxième question, mais que les Jeux Olympiques avaient plus besoin de l'e-sport que l'e-sport avait besoin des Jeux Olympiques. Et moi, je viendrais peut-être un peu nuancer ça parce que l'e-sport, c'est une pratique qui est assez récente, notamment si on la compare au sport moderne. C'est un écosystème qui est très fragmenté, très éparpillé, qui est encore peu structuré et qui, à ce titre-là, a, à mon avis, un gros avantage, c'est qu'il peut observer tout ce qui s'est déjà passé avant et bénéficier finalement de tous les apprentissages et de toutes les erreurs qui ont été faites par les autres secteurs avant, que ce soit la culture, la publicité et le sport, bien évidemment. Et à ce titre-là, bien évidemment, le mouvement olympique n'est pas parfait, loin de là, mais depuis maintenant plus d'un siècle, le mouvement olympique, il a su développer des outils, il a su développer des dispositifs, que ce soit en termes d'intégrité, de lutte contre le dopage,
de promotion de la diversité, de promotion de l'inclusion, de structuration, de gouvernance, qui, à mon avis, sont peut-être pas totalement adaptés à l'e-sport, mais qui peuvent offrir des pistes de réflexion qui permettraient d'accélérer finalement ce qui pourrait être fait dans l'e-sport. Donc, des nouveaux outils et des nouveaux apprentissages pour l'e-sport. Quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une légitimité aussi aux yeux du grand public pour l'e-sport. C'est que si au sein des nouvelles générations, clairement l'e-sport aujourd'hui ne fait pas trop débat. Je veux dire, les nouvelles générations, elles grandissent avec Twitch, avec YouTube, avec les jeux vidéo et avec l'e-sport. Donc elles sont clairement, en tout cas, sensibles et sensibilisées à cette pratique. Les générations précédentes, leurs parents, leurs grands-parents, c'est peut-être moins évident. Et c'est un enjeu aussi pour nous chez Francisport que de faire comprendre aux parents et aux grands-parents qu'il peut y avoir une pratique qui est bénéfique de l'e-sport lorsqu'elle est bien encadrée, lorsqu'elle est définie avec des objectifs pédagogiques et ainsi de suite. Et là, pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Jeux Olympiques, il y a un fait, c'est que le mouvement olympique, c'est la plus haute reconnaissance institutionnelle pour une discipline sportive. Et que l'e-sport rentre dans le mouvement olympique, ça donne une légitimité à cette discipline parmi les générations qui étaient peut-être les plus sceptiques. Ça ne fera pas forcément que les générations justement de seniors, bien évidemment. Ça ne fera pas forcément plaisir à tout le monde, mais ça y participera. Donc, on l'a dit, des outils, des apprentissages, une légitimité pour le mouvement olympique. Et puis, pas mal d'opportunités qui peuvent se créer, notamment en termes de partenariat économique entre le monde de l'e-sport et le mouvement olympique. Le mouvement olympique a aujourd'hui un modèle économique qui lui est propre. Ils ont des sous. Ils ont des sponsors et ils ont des revenus qui proviennent de différentes sources. C'est un vrai sujet, la question de la pérennisation de modèles économiques dans l'e-sport, en tout cas de sa soutenabilité sur le long terme. Je pense que là aussi, se rapprocher du mouvement olympique et du mouvement sportif, c'est clairement quelque chose qui peut être bénéfique. Donc mon analyse, pour reprendre tes termes, qui n'est pas que la mienne, hein, qui est celle qui peut être faite à la fois par le mouvement olympique, par le mouvement sportif et par les chercheurs et les chercheuses à travers le monde qui s'intéressent à ça, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer, certainement à nuancer. Ça peut être bénéfique des deux côtés. Il y aura des erreurs, il y en a déjà eu, mais il y a eu plein de best practices, comme on dit, de bonnes pratiques qui ont été mises à jour. Ça ne sera jamais parfait. On est en train de parler d'une institution comme le CIO, qui est une institution que je qualifierais de presque titanesque. C'est un paquebot. Le mammouth. Un mammouth, mais un mammouth avec tout le respect qu'on a pour les mammouths, à savoir que c'est des bêtes imposantes qui doivent être respectées parce qu'elles savent déblayer le terrain, mais ça met du temps à se lancer et quand il faut tourner, ça prend du temps à tourner, quoi. Et donc c'est clairement finalement un choc un peu avec l'industrie de l'e-sport qui se veut très versatile, très fluide, très flexible, mais qui des fois va peut-être un peu trop vite et prend pas le temps de se poser. Donc c'est l'occasion de trouver finalement un équilibre entre les deux qui, si les bonnes personnes, et je ne doute pas que les bonnes personnes comme Vincent, comme Sylvie et comme toutes les personnes, David Lapartient bien évidemment, qui est le chairman de l'eSports Commission au sein du CIO, c'est les bonnes personnes qui peuvent justement permettre de faire ce lien entre les différentes expertises et les différentes bonnes pratiques qu'il peut y avoir. Et pour répondre à ta deuxième question, sur laquelle j'ai commencé un petit peu à intervenir, sur comment est-ce que les communautés perçoivent ça, il y a de l'inquiétude, il faut être totalement transparent, il y a des inquiétudes parce que les premières initiatives, elles n'étaient pas à la hauteur de ce que pouvait espérer le monde de l'e-sport et ces communautés-là, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'interrogations au niveau du CIO sur comment est-ce qu'ils pouvaient s'emparer, et dans tous les sens du terme, à la fois d'un point de vue très figuré, mais aussi d'un point de vue très propre, s'emparer de l'e-sport. Et bien évidemment, l'e-sport, c'est des cultures, c'est des histoires, avec des grands H, avec dans ces cultures des jargons, des pratiques, des usages qui sont multiples. Et de fait, ces communautés, elles ont un petit peu été inquiètes que le mouvement olympique dénature
ou déculture finalement ce qui avait été construit par ces communautés. Cependant, au-delà de ça, c'est que lorsque l'on interroge les acteurs individuellement et qu'on leur demande mais si demain il s'avérait que tu avais l'occasion de représenter ton pays ou de participer à cet événement en tant que producteur de l'événement, en tant que broadcaster, en tant que commentateur, en tant que staff, encadrant, coach, analyste et bien évidemment joueur ou joueuse, ben là il y a presque un consensus. 100%. 100%, c'est-à-dire que l'opportunité qu'offre le CIO d'avoir une compétition par équipe, par nation, ça c'est du jamais vu dans l'e-sport presque, à l'exception des WCG historiquement dans les années 2000 et de quelques initiatives comme l'Overwatch World Cup à une époque. Mais c'est une opportunité qui est incroyable et cette opportunité de pouvoir représenter son pays et de participer à cet événement avec en plus l'expertise en termes d'hospitalité qu'a le CIO, parce que ça je dois avouer que s'il y a bien un retour qu'ont fait toutes les personnes qui sont allées à Singapour, c'est que en termes d'accueil, quand on est une délégation, c'est quand même assez incroyable. Bah, je crois que toutes les parties prenantes de l'e-sport, elles sont prêtes à en faire partie, quoi. Définitivement. La vraie question qu'il y a derrière, c'est quelle est l'authenticité que va mettre le mouvement olympique et l'industrie sportive à créer cet événement. C'est vraiment, il me semble, c'est ce qui ressort souvent, c'est cette authenticité. Est-ce que c'est simplement du marketing, ce qui peut être compréhensible, mais ce qui va forcément déplaire aux communautés, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté d'être mutuellement bénéfique, la win-win situation dont tu parlais Vincent avant, et à ce moment-là, clairement, ça peut offrir quelque chose d'assez beau. Après, à titre personnel, je pense qu'il faut être patient aussi. Il faut accepter que ça ne fonctionne pas du premier coup. Il faut accepter que le CIO se trompe parfois. Il faut accepter que les parties prenantes et les éditeurs se trompent aussi. Ça ne sera pas parfait. C'est encore une fois un écosystème qui est très éclaté avec des visions qui sont très différentes. Des fois, on peut faire appel aux mauvaises personnes et c'est pas grave. L'important, c'est qu'on garde le meilleur, qu'on retire ce qui n'a pas fonctionné et qu'on avance. Voilà. Là où je suis assez d'accord avec Nicolas, c'est évidemment que la première édition des Olympic eSports Games qui aura lieu fin 2025, ça ne sera pas la même que celle qui aura lieu en 2027 et ni la même que 2029. C'est évident qu'il va y avoir des évolutions, c'est évident qu'il y aura une controverse quand on annoncera la liste des jeux de la première édition parce que forcément il y en a qui ne seront pas contents et en fait tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais cette controverse, elle va participer aussi à l'amélioration du produit au fur et à mesure et effectivement moi, combien de fois je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux quand on a annoncé Singapour, je compte même plus. Mais il y a un moment donné, après, quand tu expliques la vision et tu expliques que tu es obligé de le faire étape par étape. Tu peux pas, en fait, comme le disait Nicolas, le mouvement olympique, tu peux pas le faire bouger à 180 degrés le lundi, parce que de lundi pour le mardi, c'est impossible. Il te faut un an pour le faire bouger. Et encore, là déjà, on avait réussi à le faire en 7 mois, à livrer cet événement-là, c'était improbable déjà. Mais oui, ça c'est évident. Et là où les communautés étaient très très sceptiques et très vraiment véhémentes, et puis en plus c'est des communautés qui sont hyper émotives finalement, qui réagissent hyper fort, comme dans le sport traditionnel aussi parfois. Les joueurs de tennis ou de foot qui vont se faire insulter parce qu'un mec avait fait un pari sportif sur eux et qu'ils allaient marquer et que le mec rate un penalty, si tu regardes, le harcèlement il est violent, quoi. Et en fait c'est un peu pareil, tu vois, les communautés e-sport elles peuvent être hyper émotives sur ces réactions-là. Et évidemment, les réactions, elles étaient hyper fortes, hyper négatives. Là, après Singapour, et avec ce qu'on a annoncé en disant qu'il y aura vraiment des jeux e-sport et qu'il y aura une vraie intégration au-delà des exhibitions, etc., on a quand même vu un shift sur les réactions et sur comment la communauté le percevait. Après, quand on dit la communauté, en vrai, il y a une communauté par jeu. Donc après, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc il y aura des communautés qui ne seront pas contentes. Évidemment, leur jeu, s'il n'y est pas, il n'y est pas. Et du coup, tu auras un sentiment de frustration, d'injustice, de tout ce que tu veux, comme quand le karaté a été ressorti du programme des Jeux et que en France, tu avais un champion olympique qui dit mais putain, mais pourquoi je suis plus là, quoi, tu vois. Mais ça, malheureusement, tu peux pas satisfaire tout le monde. L'idée, c'est encore une fois, d'essayer de faire progresser le sujet, progresser le produit, et qu'à terme, tu arrives à avoir quelque chose d'optimal. Parfait, ça n'existe pas, comme dit Nico. Donc, oui, et puis le comité international olympique avait réussi aussi à séduire et à intégrer des disciplines qu'on pensait vraiment
dans des communautés très à part. Je pense par exemple au halfpipe dans les sports d'hiver ou au skate dans les sports d'été. Quand ils sont arrivés pour la première fois, tout le monde a dit non, mais même ceux qui pratiquent ont dit mais attendez, nous on ne veut pas rentrer dans un système avec des codes, avec des sélections, avec des vêtements, avec des délégations. Et puis finalement ça fonctionne complètement. Tout le monde a oublié qu'avant ça n'existait pas dans les Jeux Olympiques et que c'était à la marge. Donc ça, j'y crois vraiment. L'intégration, le CIO y arrive toujours vraiment très bien. Merci. Alors maintenant, on va aller dans les questions qui intéressent beaucoup de monde, mais dont on ne parle jamais. Pour le CIO d'abord. Salut. Pour le CIO. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais voilà, je voudrais quand même partager ces 3 Maintenant, questions. je peux un peu plus parler qu'avant. Voilà. Mais je peux te dire quelques trucs. 3 questions. Première question, ça coûte cher tout ça. Combien ça coûte et qui paye? Deuxième question. Deuxième question. Le CIO a annoncé un partenariat de 12 ans avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir 6 éditions à Riyad? Troisième question. On parle, tout le monde demande c'est quand, personne n'est capable de répondre. Qu'est-ce qui est si compliqué que ça, de dire quand auront lieu ces Jeux alors que c'est dans à peine un an? Voilà. Alors première question, je suis incapable de te répondre parce qu'aujourd'hui le budget des Olympic Esports Games il est défini sur une fourchette. Mais ce que je peux dire c'est que ça coûtera moins cher que l'eSport World Cup. Ça c'est le premier truc. cher. Mais c'est un budget qui est conséquent. Et qui paye? Qui paye en fait c'est un mix. C'est-à-dire qu'il y aura un comité d'organisation dans chacun des pays dans lesquels ce sera organisé. Donc et là je vais répondre en même temps à ta deuxième question. Oui, il y a un deal avec le Comité national olympique saoudien et des partenaires privés des entreprises saoudiennes. Mais ce partenariat-là, il a vocation à avoir une édition sur 2 en Arabie Saoudite. Donc on aura 2025, 2029 et 2033, si je ne dis pas de bêtises. Mais 2027 et 2031 seront dans des territoires autres, qui sont à l'étude. Ça peut être à Paris, ça peut être à Séoul, ça peut être à New York, peu importe. Aujourd'hui, il y a des discussions avec beaucoup de villes, beaucoup de pays qui sont intéressés pour accueillir les Olympic Esports Games. Mais dans la volonté du CIO d'avoir cet événement universel, on ne peut pas se dire qu'on va aller dans la même ville ou dans le même pays tous les 2 ans. Même si ça pérennise effectivement le modèle économique, qui est un vrai sujet. Mais en même temps, on est obligé d'avoir cette pluralité d'événements et d'offrir cet événement au plus grand nombre et partout dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a une édition sur 2 qui aura lieu en Arabie Saoudite. Donc la France pourra se porter candidate pour les Jeux de 2027, par exemple. Elle pourrait. Ok, Non, merci. moi, Après, c'est j'ai une une question question de pour budget. Vincent. J'ai une question pour Vincent. En fait, je ne comprends pas, ça m'a été confirmé et tu viens de le dire, comment l'Arabie Saoudite peut organiser la même année, enfin, sur chaque édition, à la fois la eSport World Cup l'été et à la fois les Jeux Olympiques. C'est colossal en fait. Oui, alors, oui, c'est colossal. Après, il y a 6 mois entre les deux. En fait, quasiment. Parce qu'on parle d'un événement qui est en juillet, un autre qui est en novembre. Quand on se parle aussi des Jeux Olympiques e-sport, on va parler d'une taille qui est quand même 10 fois moins importante que les Jeux Olympiques de Paris. C'est-à-dire qu'on va se parler de 3 lieux, a priori, 3 arénas, 1500 athlètes, entre 1500 et 2000 athlètes. Ça reste un événement qui va durer une dizaine de jours. Et en fait, l'agilité que ça nécessite, et ça demande quand même à un moment donné un peu moins d'expertise qu'organiser les Jeux Olympiques. C'est-à-dire en termes de pluralité de disciplines, oui, les setups peuvent être un peu différents, mais des setups de jeux PC par équipe de 4 ou 5, bon, après, en termes de complexité technique, c'est pas du tout la même complexité. Donc voilà, après, sur le budget sur qui paye, c'est l'idée du business model, c'est-à-dire qu'il y a toujours en général une partie prise en charge par le CIO, une partie prise en charge par des partenaires privés, enfin prise en charge qui vient en fait de partenaires privés, qui sont les sponsors, qui sont les diffuseurs en général. On sait à quel point la question de la diffusion et des droits médias sur l'e-sport est complexe, et on compte pas vraiment dessus, pour être complètement honnête, en tout cas sur la première édition. Mais tu as les sponsors qui sont les sponsors globaux, qui vont signer avec le CIO sur potentiellement un framework e-sport dédié. Et ensuite, tu as des sponsors locaux.
les sponsors locaux qui vont financer finalement la partie qui doit être prise en charge par le comité d'organisation, qui en général est beaucoup plus importante que celle que le CIO. Si on fait un ratio, à Singapour, on avait un ratio de, on va dire, 70-30 sur 70% qui était prise en charge par Singapour, le comité d'organisation, avec une prise en charge par l'État aussi de Singapour, comme pour les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est prise en charge, en tout cas qui est sécurisée par les ministères pour assurer finalement le paiement de la dette si jamais l'événement était déficitaire. Un minimum garanti. C'est même un minimum d'investissement, en tout cas, de s'assurer que le paiement sera fait. Le CIO en prenait une partie et après on essayait en général de combler justement ce budget-là par les partenaires privés. Très bien. Et du coup, pour la question du calendrier, les dates. Ah oui, pardon. En fait, la complexité, elle est qu'aujourd'hui, on essaye de... Contrairement aux Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de foot, en fait, tu as un organe de gouvernance qui arrive et qui dit hop, voilà, c'est de telle date à telle date, démerdez-vous. Là, aujourd'hui, nous, quand on va voir Riot Games, quand tu es le CEO et que tu vas voir Riot Games, ils vont te dire ouais, bah... T'as vu, nous on a notre calendrier, donc démerde-toi. Donc en fait la complexité elle est aussi là. Elle est dans la discussion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être l'été parce qu'il y a l'eSports World Cup. Donc en fait tu es obligé de trouver un moment donné dans le calendrier, alors plutôt fin d'année, parce que c'est l'endroit où il y a le moins entre guillemets de compétition internationale et dans le monde du e-sport. Mais aujourd'hui on est obligé d'avoir ces discussions-là avec l'ensemble des éditeurs. Et trouver un moment donné où ça puisse aller à tout le monde, parce que dans l'intérêt des Olympic Esports Games, c'est que les jeux majeurs de l'e-sport fassent partie du programme. Après, si c'est pas possible sur 2025 et que c'est possible sur 2027, très bien. Mais sur 2025, c'est aussi pour ça que ça prend du temps. C'est qu'on est arrivé très tard, que les calendriers sont déjà faits, que les calendriers sont déjà loqués, que les salles sont déjà loquées, que les villes sont déjà loquées pour les grands tournois, et qu'il faut trouver une petite place. Et que cette petite place, elle demande de la négociation et de la discussion. Un bon exemple, c'est l'eSports World Cup. Ça veut dire, pour 19 tournois, ça se tient sur 2 mois, sur 8 semaines. Là où les Jeux Olympiques, pour je ne sais pas combien d'épreuves, ça tient en 2 semaines. Donc déjà, pour arriver à mettre 19 jeux de potentiellement 10 ou 12 éditeurs sur le même événement, sans que ça se superpose dans les calendriers et ainsi de suite, on voit déjà la complexité. Donc là, sur un événement olympique où il y a la volonté d'avoir entre 15 et 20 jeux et ainsi de suite, que tu ne peux pas à nouveau faire tenir sur 2 mois en fin d'année. Donc il faut réussir à faire tenir ça sur une dizaine, une quinzaine de jours, j'imagine. Tu vois la complexité. Là où dans le mouvement sportif, les grands organes de gouvernance internationaux que peuvent être le CIO et les fédérations internationales sont capables de se mettre historiquement autour de la table pour faire en sorte que leur calendrier ne se chevauche pas. Ok, on ne met pas la Coupe du Monde de foot en même temps que les JO, en même temps que Roland Garros, en même temps que le Tour de France. Dans l'e-sport, c'est assez nouveau que les éditeurs de jeux, on les mette tous autour de la table et on leur dise les gars, ça serait pas mal que vous fassiez en sorte de ne pas vous chevaucher dans ces moments-là. Puisque habituellement, ils sont plutôt concurrents plutôt que partenaires, quoi. Donc, elle est là aussi la difficulté. Et ça, j'ose même pas imaginer le casse-tête pour le mouvement olympique et ne serait-ce que pour l'eSports World Cup, déjà de manière générale, quoi. C'est amusant parce que quand on parle aussi de tout ça et de cette préparation au monde sportif, quelque part, parfois, ça les affole parce qu'ils se disent comment il est possible de préparer un champion pour dans un an aller chercher une médaille, sachant qu'on ne sait pas pour quelle discipline, pour le javelot ou le poids ou déjà on ne sait pas ça. On ne sait pas qui il va être, d'où il va venir. Est-ce qu'il va falloir faire un stage pour les préparer ensemble? Comment il va falloir les équiper, les coacher, les suivre sur le plan physique, diététique, tout ça en fait. Et sur un an, donc c'est pour quelqu'un qui vient du monde du sport traditionnel, c'est pas... il y a un petit peu d'inquiétude, mais il y a une grande interrogation plutôt. Bien sûr. Bien sûr. Et pour rebondir sur les précisions de Vincent, je me tourne vers toi, Sylvie. Il vient de préciser un peu le modèle économique et visiblement, il y a quand même la question des comités nationaux qui doivent participer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu as une idée de la manière dont tout ça va être financé si on doit monter des sélections nationales, des qualifications nationales? Qui va payer quoi? En fait, sur un modèle classique de Jeux Olympiques, tout est payé par le pays organisateur. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que ce sera le cas pour l'événement lui-même. Pour l'événement lui-même,
les délégations, les athlètes qualifiés seront invités et l'ensemble des frais sont pris en charge par le comité d'organisation. Transport, hôtel, vie sur place, etc. C'est déjà le cas à Singapour. À Singapour, tous les Donc joueurs... la question se pose pour la phase de préparation, finalement. Voilà. Donc là, on est parti, on a identifié un budget, mais comme ça, tellement à la louche, parce qu'en fait, on ne sait rien. On se dit, mais est-ce que alors la délégation, si on part sur l'idée qu'il y ait 15 à 20 jeux, combien il y a enfin, quel jeu, combien de joueurs, combien de staff? Donc là, à la louche, comme ça, on s'est dit, ça va être une délégation de 100 personnes, mais on n'en sait pour rien. Et ensuite, même sur le plan diplomatique, etc., nous, il faut qu'on organise un Club France, comme on a l'habitude de faire, où on va rassembler nos partenaires, les partenaires économiques, les partenaires politiques, les équipes ensemble, les médias, pour bien les accueillir. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va être 50, 100, 200 Enfin, il y a un énorme point d'interrogation. Mais voilà, on est parti sur un budget, effectivement, que j'ai dû évaluer un petit peu à la louche, mais sur une délégation de 100 personnes. Ce qui est rassurant dans ce que tu dis, c'est que malgré tout, le monde de l'e-sport n'aura pas à suer sang et eau pour financer le déplacement de ses joueurs et de ses équipes. Ça, le CNOSF s'engage à soutenir la communauté. C'est déjà une très belle nouvelle. Oui, je confirme, complètement. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Nico, toi qui es très... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas enlever au mouvement olympique, c'est son expertise à organiser des événements dans les meilleurs écrins, les meilleures conditions possibles. Pour avoir travaillé avec le mouvement olympique pendant quelques années et pour avoir eu l'occasion d'assister à ce qui s'est passé à Singapour, très honnêtement, en termes d'hospitalité, d'accueil, de production événementielle, d'organisation événementielle, je veux dire, on sait faire dans l'e-sport, mais il y a une vraie expertise dans le mouvement olympique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le CIO, c'est un organisateur d'événements. Ce n'est pas que les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, mais c'est aussi les Jeux olympiques de la jeunesse, et des World Games, et ainsi de suite. Et il y a une vraie expertise là-dessus. Et le mouvement olympique, là au niveau des comités nationaux, cette fois-ci, ils savent faire aussi pour prendre en charge des athlètes, les accompagner. Alors là, c'est un nouveau genre d'athlète, c'est un nouveau type de compétition, un nouveau type d'événement. Mais quand tout à l'heure, je parlais de qu'est-ce qui peut être bénéfique pour le monde de l'e-sport à se rapprocher du mouvement olympique, ça, typiquement, ça, c'est une expertise qu'on n'a pas dans le monde de l'e-sport. L'accompagnement des athlètes dans les meilleures conditions possibles, ça, on en est à peine au balbutiement. Et là, ça peut être un énorme coup d'accélérateur en termes de qualité de broadcast et ainsi de suite, et d'hospitalité. Clairement, je pense que là aussi, on peut apprendre pas mal de choses. Et non, moi, pour avoir vu un peu comment ça pouvait se faire, je peux assurer que les athlètes, les staffs... Ils vont être bien choyés. Oui, encore une fois, le mouvement olympique, l'olympisme, c'est la plus haute reconnaissance institutionnelle qui existe dans le mouvement sportif. Quand l'olympisme fait quelque chose, c'est toujours... c'est l'une des 3 valeurs olympiques, c'est l'excellence. Ouais. Et ça, on ne peut pas l'enlever. C'est que quand ils font les choses, ils ne le font pas à moitié, quoi. C'est pas au rabais, clairement pas. Ouais. Là où nous, dans l'e-sport, on aime... Oui, on bricole, on a l'habitude de bricoler. Alors, ce qui nous donne une vraie fluidité, flexibilité dont je parlais, une souplesse dont je parlais, qui est aussi parfois hyper rafraîchissante. Mais pour le mouvement olympique, ce hasard, il n'est pas acceptable. Oui. En fait, il y a des standards que tu ne peux pas rabaisser. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des standards que tu veux respecter. Et dès lors que tu mets les anneaux olympiques, tu as cette obligation. En fait, ça t'oblige à respecter ces standards-là. Et c'est surtout, en fait, et quand on en parlait tout à l'heure sur la partie éthique, antidopage, lutte contre la... Typiquement à Singapour, en fait, ce qu'on a dû faire aussi, c'est qu'on avait des moments d'éducation de l'ensemble des joueurs et des athlètes sur pourquoi, en fait, finalement, la lutte antidopage, elle est importante. Ouais. Elle n'est pas simplement importante pour l'intégrité de la compétition, c'est un élément. Ouais. Mais l'important, c'est la santé de l'athlète. En fait, et c'est ça. Et en fait, on a expliqué, en fait, finalement, pourquoi finalement la lutte antidopage et la prévention, elle était fondamentale. Et là, en fait, on a vu aussi plein de joueurs, alors les joueurs de Fortnite qu'on avait, ou les pilotes de Gran Turismo et autres, qui n'étaient pas habitués en fait à ces sujets-là, et qui étaient hyper contents finalement de participer à ces séances d'éducation qui duraient 45 minutes. C'était pas très long, c'était 45 minutes, 1 heure max. Mais du coup, en fait, on leur expliquait pourquoi. Et pourquoi c'était important d'intégrer cette prévention-là, d'intégrer ces éléments-là.
En plus du fait qu'à Singapour, si tu es pris avec un petit peu de drogue sur toi, tu risques la peine de mort. Mais après, ça c'est un autre sujet. Bon, on arrive au terme de notre échange. On pourrait en parler pendant des heures. Bon, je pense que pour clôturer un petit peu ça, je vous laisserai peut-être chacun de donner un petit mot, mais une dernière question pour le CNO et le CIO. Quand est-ce qu'on peut espérer avoir des nouvelles? Quand est-ce qu'on saura? Moi, à chaque fois, je dis, chaque fois quand on me pose cette question, je dis ouais, la semaine prochaine. Mais non, alors, il y a une échéance en tout cas qui est jeudi prochain. Où il y a une réunion fondamentale sur certaines décisions, dont la date et la liste des jeux. Je pense qu'au sortir de cette réunion, ça devrait ensuite aller assez vite sur les annonces publiques. Maintenant, je ne peux pas te donner de date. Après, je pourrais te dire début novembre comme mi-novembre, je suis incapable. Oui, on se projette sur le mois de novembre. En même temps, à un moment donné, à un an de l'événement, si on arrive bientôt à un an de l'événement, et à un moment donné, il va falloir sortir du bois pour pouvoir préparer les choses correctement. Et pareil, il y a l'ANOC, l'Assemblée Générale de l'ANOC, donc c'est l'Association des comités nationaux olympiques, qui a lieu la semaine prochaine au Portugal, et où il y a une présentation qui est faite aussi sur les potentiels modes de qualification, sur les différents types de jeux, etc., pour donner quelques aussi éléments de compréhension et de préparation finalement aux comités nationaux olympiques, avec aussi le partage normalement des best practices de certains comités nationaux olympiques qui le font déjà très, très bien. Si on prend les Asian Games, c'est ce qui s'est passé, et donc la KESPA et qui est la Fédération coréenne d'e-sport, et le comité national coréen, où moi j'y étais en mars dernier, où en fait on voit que les deux travaillent très très bien l'un avec l'autre, et ils ont réussi effectivement à faire ces sélections et ces sélections de joueurs. Alors toujours pareil, il y a de la controverse toujours un petit peu, mais comme n'importe quelle sélection, on est content qu'il y ait ce joueur-là, pas content qu'il y ait ce joueur-là, mais ils ont réussi à trouver un modèle qui fonctionne. Et ce qu'on a envie aussi, c'est qu'on puisse donner des billes aux comités nationaux olympiques qui sont un peu dans le flou, ce qui est normal. Un peu beaucoup. Ouais, mais ce qui est normal, en fait, finalement, c'est nouveau, donc c'est aussi normal d'être dans le flou, de leur donner un petit peu quelques éléments de best practice pour réussir à travailler le mieux possible, le plus rapidement possible. Et comme je disais à Sylvie et au CNOSF aussi, je pense qu'il faut avoir l'ambition, mais aussi l'humilité de se dire, ok, on ne sera peut-être pas sur les 15 sports, ou les 19. Oui, on n'est pas obligé de participer à toutes les disciplines. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, dans le temps qui sera aussi imparti, il sera important de faire les bons choix pour s'assurer potentiellement des performances qui seront bonnes, un retour et une image qui sera bonne, plutôt que le nombre. Je pense que c'est un peu... Très très bonne remarque. Sylvie, Merci, une fois que nous aurons notre réponse, j'espère fin novembre maximum, combien de temps pour mettre en place tout ça au niveau du CNOSF? Non, c'est pareil, nous on s'adapte en fait. Je rejoins, vous l'avez dit tous les deux, on va être tolérants, on s'adaptera pour être les meilleurs dans ce qu'on sait faire. On ne fera pas de la bidouille, on ne fera pas des équipes de 3e niveau. On préfère être sur une sélection restreinte mais performante, parce qu'on ne veut pas non plus discréditer le modèle, parce qu'effectivement, c'est l'excellence, ce sont les anneaux olympiques, ça se mérite, ça se gagne. Parce que même quand on avait discuté avec les joueurs, avec certains joueurs, quand je leur disais mais peut-être qu'il n'y aura pas de phase qualificative mais des invitations, en fait ils étaient plutôt contrariés. Ils me disent mais non, on ne veut pas être invité, en fait on veut mériter, on veut la gagne, on veut mériter. Ça, voilà, on a besoin de reconnaissance, donc on veut ça. Donc nous on saura réagir vite, on s'adaptera à ce qui nous sera donné. On aura les ingrédients, on fera une bonne recette, ça c'est sûr. Donc on peut espérer que dès janvier, tout un dispositif se mette en place et qu'on puisse avoir le temps de se préparer sereinement pour la compétition. Ouais, mais dès qu'on a, je pense qu'une semaine après, notre feuille de route, de toute façon, elle est déjà quasiment écrite. Hein, on sait où on veut aller, on sait quel temps on aura. Donc, dès que possible, dès qu'on a l'info, on travaille. Et je pense que 15 jours après, on est capable de rassembler les acteurs, de se mettre en ordre de marche. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment très complet. Même moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je pense que ça sera très utile. Moi, je tiens à préciser et à informer le CIO, CNOSF que Francisport, on en a parlé à de nombreuses reprises au niveau de l'association. On est tous derrière vous. Les éditeurs, on sait à quel point ils ont toujours été très frileux à rejoindre le mouvement sportif et olympique. Les éditeurs nous ont donné mandat, écrit. Génius qui nous fait signe. Donc, les éditeurs ont donné mandat à Francisport d'accompagner le CNOSF dans la mise en place de ce dispositif et d'accompagner le CNOSF pour vraiment délivrer une compétition qui soit au bon niveau. Donc,
On est à votre disposition, bien sûr. Après, on verra, hein, évidemment, les règles du CIO s'appliqueront. Donc, on ne sait pas à l'avance comment les choses s'appliqueront. Mais voilà, on est là. Il y aura de la souplesse. Il y aura de la souplesse. OK. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, tous les trois. Nico? Moi, je voulais quand même... Pardon, Nico. Non, je voulais quand honneur même aux dire un dames. truc hyper important. Oui. C'est qu'on va quand même rassembler des joueurs, des hommes, des femmes qui jouent dans des équipes pro, équipes amateurs, toujours sous le couvert d'un club, d'une marque, d'une enseigne. En fait, tout d'un coup, ils vont enlever ça pour être sous le drapeau français. Et ça, c'est hyper important, et c'est hyper nouveau pour eux, et ça les motive énormément. Là, tout d'un coup, ils se disent qu'ils vont faire des équipes ad hoc, en fait, pour être ensemble sous le drapeau de la France. Et ça, pour eux, c'est absolument génial. Ouais, Et juste, alors du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, et ce qui est fondamental aussi, qui fait partie vraiment d'un élément de différenciation et de crédibilité, comme le disait Nico, c'est qu'il y a une vraie volonté aussi de promouvoir l'e-sport féminin à travers les Olympic e-sports Games. Ce qui est peut-être contre-intuitif, parce que tout le monde se dit, en Arabie Saoudite, est-ce que... Ouais, mais alors pour le coup, franchement, hein, pour y avoir été plusieurs fois, y avoir discuté de ces sujets-là, pour le coup, il y a une vraie ouverture, et ça fait clairement partie de leur vision 2030, ça, de développer des talents féminins dans toutes les industries, au plus qu'ils le peuvent, ils veulent le faire. Donc ils soutiennent beaucoup ça. Et nous, en fait, on a vraiment aussi cette envie-là, qui est un élément de différenciation un peu du CIO aussi, dans la diversité de la compétition, de se dire que c'est un vrai levier pour essayer de développer au maximum l'e-sport féminin. Alors effectivement, on n'aura peut-être pas des catégories féminines dans tous les jeux, c'est pas forcément super évident, hyper facile. Ça reste mixte. Oui, mais en fait, je trouve, mais ça c'est mon avis après personnel, c'est que oui, évidemment, l'e-sport peut faire office de mixité, mais tu regardes au Asian Games, c'était une compétition mixte, plus de 500 joueurs, 7 femmes. C'est une question de maturité de développement de la scène aussi, et qu'aujourd'hui, si on veut leur offrir la possibilité de se développer encore plus, je pense qu'il faut leur offrir une scène dans laquelle elles peuvent Tout à fait d'accord. vraiment jouer au niveau avec d'autres joueuses du même niveau et réussir à vraiment développer leurs Tout à fait compétences. d'accord. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des équipes qui essayent de le faire. G2 essaye de le faire beaucoup, etc. Mais aujourd'hui, même s'ils auraient envie, je pense pas qu'ils mettraient une femme dans leur roster CSGO, par exemple. Ouais, Pour le je moment. comprends. Je dis pas et j'espère que ça arrivera très bientôt. Et ça serait génial d'avoir cette vraie mixité-là. Mais aujourd'hui, si on est finalement conscient aujourd'hui de la différence de niveau, il y a une différence de niveau. Et qu'aujourd'hui, il faut réussir à la réduire. Et ces compétitions-là, même si elles sont potentiellement avec des catégories féminines, elles vont permettre finalement aussi de développer ces compétences, développer les niveaux et d'inspirer les générations futures. Et du coup, aussi permettre à des jeunes filles de se mettre beaucoup plus tôt sur certains jeux et sur certains modes de compétition pour rattraper finalement, entre guillemets, ce gap qui existe encore. Bien sûr. Ce qui est très intéressant et presque surprenant dans ce que tu dis, c'est que finalement, la partie saoudienne était plutôt proactive. Ils n'ont pas Clairement, subi. ouais. C'est pas le CIO qui est arrivé, nous on veut des femmes. Non, nous, on a, dans la vision qu'on avait, on a émis ce sujet-là qui était pour nous fondamental et qui était un élément de différenciation avec les autres compétitions de l'e-sport aussi qui existaient. Et il y a eu une adhésion, en tout cas totale, dès le début sur ce sujet. Très bonne nouvelle. Nico, tu veux conclure? Bah non, parce qu'en fait, je trouve ça hyper bien ce qu'il a dit, Vincent. Donc, non, mais c'est vrai, je trouve que c'est bien de terminer là-dessus, de se focaliser sur les joueurs et les joueuses, parce que les événements, c'est pour les athlètes. Et, Allez, et je pense une petite question piège pour toi. qu'on allait bien finir. Petite question piège pour toi. Le fait que ça soit en Arabie Saoudite, est-ce que pour toi c'est un sujet? Oui, c'est un sujet, bien évidemment. Ouais, moi je pense qu'il faut distinguer les événements qui sont accueillis en Arabie Saoudite et ce qui se passe pour les populations locales en Arabie Saoudite. Je pense que ça, c'est deux sujets qui sont intimement liés, mais je pense que les événements qui sont accueillis en Arabie Saoudite masquent la réalité de ce qui se passe pour les populations locales et que il ne faut pas être dupe que la stratégie aujourd'hui dans la vision 2030 de l'Arabie Saoudite et de la famille royale et princière, c'est une stratégie clairement de soft power pour essayer de redorer l'image du pays, mais comme le font plein d'autres pays à travers le monde, et la France, on sait très bien le faire aussi, donc ça, on ne peut pas leur en vouloir, mais la réalité, c'est que
il ne faut pas non plus oublier ce qui se passe pour les populations locales directement sur place. J'ai aucun doute sur le fait que tous les athlètes qui seront accueillis et toutes les personnes qui seront accueillies seront hyper bien accueillis, quel que soit leur genre, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur couleur de peau. Ça, je le sais, ils savent très bien le faire. C'est un pays très accueillant, mais je pense que ce n'est pas la même chose pour les populations locales actuellement. Je ne dis pas que ce n'est pas en train de changer, mais je dis qu'on est loin aujourd'hui des standards qui peuvent être fixés par les démocraties, les premières démocraties à travers le monde. Et ouais, c'est un sujet qu'il ne faut pas masquer, en tout cas, moi, que je trouve totalement questionnable et qui d'ailleurs suscite des inquiétudes aussi de la part de certaines communautés de l'e-sport, à juste titre. Donc voilà, à l'Arabie Saoudite aussi de démontrer qu'elle peut mieux faire sur ces aspects-là, sur les droits humains. Et après, il y a ce sujet aussi de la manière dont l'Arabie Saoudite est en train de finalement créer un conglomérat sur toute la verticale du secteur, que ça aille des éditeurs de jeux, les développeurs, les organisateurs d'événements, les équipes, les joueurs, et que l'Arabie Saoudite profite du manque de soutenabilité économique du secteur parce qu'elle a une souveraineté économique qui lui est propre et injecte de l'argent et tient finalement un peu dans ses mains tous les acteurs du secteur actuellement, et que ça a tendance à créer un monopole, et je crois que les monopoles, c'est pas toujours bénéfique, et que je suis ravi de voir l'e-sport se développer au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde comme l'Afrique, parce que tu en fais partie et tu participes à ce développement-là, mais aussi en Amérique du Sud et dans d'autres régions du monde. Mais je crois que le monopole qui est en train de créer l'Arabie Saoudite doit nous questionner toutes et tous en tant qu'acteurs de l'e-sport et acteurs du sport, parce que ce qu'ils sont en train de faire avec l'e-sport, ils l'avaient démarré quelques années auparavant avec le sport, le football, le golf, la Formule 1 et ainsi de suite. Et voilà, et je pense qu'il faut pas non plus masquer cette problématique-là. Et voilà, donc ta question piège, ouais. Non, mais merci d'y avoir répondu franchement. Je pense que c'est aussi ça qui est important. Et je pense que j'imagine que le CIO s'est posé aussi la question. Mais ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Non, mais évidemment, ça participe à la question. Et c'est pour ça que nous aussi, on est venu avec certaines conditions. Quand on a mis les pieds dans cette discussion-là avec les Saoudiens, il y a eu tout de suite des lignes qui ont été tracées en disant, attendez, nous, si on le fait, il faut qu'on le fasse dans ces conditions-là. Comme le dit Nico, c'est vrai que oui, ils accueillent énormément d'événements et qu'il ne faut pas masquer les potentiels problèmes qui existent, comme des problèmes qui existent dans d'autres pays de la même manière, etc. Mais aujourd'hui, en fait, finalement, il y a toujours cette controverse, il y a toujours cette question de est-ce qu'on y va ou pas à cause de ce qui se passe, ou est-ce qu'on y va pour participer au développement et à l'amélioration aussi du truc, du pays et de la condition. Ouais. Rappelez-vous des Jeux Olympiques en Chine, en fait. Voilà, tout le mouvement avant et le mouvement après. Donc, interrogeons-nous, est-ce que effectivement ça a changé les choses ou pas? C'est la vraie question. Exactement. Et en fait, quand on voit... Moi, j'ai vu un peu l'évolution, parce que j'ai bossé chez ASO avant avec le Dakar, ou les premiers Dakar. Et moi, pour le coup, même sur les populations locales, justement, c'est intéressant de le mentionner, mais moi, dans premier Dakar qui était, si je ne dis pas de bêtises, en 2018, ou 2018 ou 2017, je ne sais plus, 2018. 2018 où je suis à Jeddah, 2018 à Jeddah et Jeddah en 2024, on a l'impression c'est l'Antiquité et l'ère moderne, quoi. Je veux dire, il y a eu une évolution majeure, même au niveau des populations locales, hein, encore une fois, hein, je pense dans les droits qui ont été développés, ce qu'aujourd'hui ils peuvent faire, et ce que les femmes peuvent faire, etc. Il y a eu une évolution qui a été hyper rapide, entre guillemets, en 4-5 ans. Et aujourd'hui, si on se projette dans 10, 15, 20 ans, en fait, finalement, on va voir un peu, je pense, c'est mon avis personnel, mais les mêmes évolutions qu'on a pu voir aux Émirats et au Qatar, même si tout n'est pas parfait. Mais après, c'est évidemment, est-ce que tout est parfait en France? Évidemment que non. Et après, il faut juste essayer de participer au développement de ces pays-là en ayant conscience qu'il y a effectivement des choses qui sont entre guillemets inacceptable qu'il faut réussir à faire évoluer. Merci à tous les trois. On aurait plein d'autres questions. Moi, évidemment que j'aurais adoré parler de l'Afrique. J'espère que certains territoires ne seront pas oubliés dans ces prochains... Je te l'ai dit, ça. Non, mais ça, pour le coup, c'est un vrai sujet sur le fait que
les qualifications et les représentants de chaque continent devront être représentés aux Olympic Esports Games. On a conscience que le niveau sera peut-être pas le même, et ça, c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Voilà, on pourra très bien avoir l'équipe du Sénégal qui prendra une branlée contre la Corée du Sud à League of Legends, mais ça, c'est pas important en fait. Le message, il n'est pas là. Le message, c'est l'universalité et offrir justement la possibilité à ces pays de développer une scène e-sport et développer une économie aussi autour de ça, et développer des talents et essayer de faire briller leur pays Excellent. sur la scène internationale. Magnifique. Ça, on ne peut pas rêver meilleure conclusion pour moi en tout cas. Merci à tous les trois.